vous est présentée par Microsoft. Bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le décrochage scolaire est l'une des priorités de l'éducation nationale. Et si le nombre d'élèves concernés ne cesse de baisser dans l'Hexagone, eh bien, il touche encore plus de 8% des 16-25 ans. Comment repérer un élève décrocheur et surtout quelles solutions existent? On en parle avec nos invités. Des maths ludiques qui sortent des sentiers battus, c'est possible. On voit ça dans notre bon point du jour. Dans sa chronique Souvenirs d'écoliers, Malika Ménard reçoit l'humoriste Lilia Benchaban. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec ce chiffre choc. 80 000 enfants sont mal logés en France et la moitié non scolarisés. Oui, c'est une réalité qui est parfois méconnue, la situation de mal logement pour des dizaines de milliers d'enfants en France. C'est la ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, qui a tiré la sonnette d'alarme ce matin sur le plateau de France 2. Elle dénonce une situation qu'elle qualifie d'invraisemblable et d'indigne. Et elle prend pour exemple des enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence ou des hôtels sociaux, puisque, dit-elle, maman a été victime de violences conjugales. Plus que des paroles, c'est des actes que veut la ministre, qui explique le gouvernement veut tripler le nombre de médiateurs sociaux qui vont se rendre dans ces hébergements d'urgence et ces hôtels sociaux, parce que bien souvent, la difficulté qui est pointée du doigt par la ministre, eh bien, c'est celle qu'on ne sait pas où sont passés ces enfants. Ça fait donc partie d'une mission prioritaire que se donne la ministre, celle de retrouver ces enfants mal logés. On poursuit avec ces nouvelles annonces de Gabriel Attal autour du harcèlement scolaire. Le ministre souhaite un véritable électrochoc. On en parlait hier sur ce plateau. Le ministre a reçu les recteurs d'académie pour échanger autour de cette situation de harcèlement. Il y aura un avant et un après, a expliqué Loïc Landreau ici même. Eh bien, depuis quelques heures, les propos du ministre sont en train d'être un petit peu affinés et dévoilés par la presse. Premier propos, le rôle de l'institution et le rôle du ministre. Mon rôle, votre rôle, explique-t-il, n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves et nos enfants. C'est très intéressant cette phrase, puisque ça rentre totalement dans la logique du pas de vague qui fait beaucoup parler, c'est-à-dire qu'on reproche parfois aux établissements de vouloir taire les situations pour éviter de les remonter côté ministériel, notamment dans le cas du suicide d'un jeune à Poissy. Eh bien, ça n'est pas au cœur du programme du ministre Attal. Un audit national va d'ailleurs être lancé auprès des rectorats pour déterminer les réponses qui ont été apportées aux situations de harcèlement entre septembre 2022 et septembre 2023. Le ministre est également revenu sur le courrier qu'il a qualifié de honteux du rectorat de Versailles, qui semblait remettre la faute sur les parents du jeune harcelé. Il explique, lorsqu'il y a une faute, il faut avoir le courage de le dire et surtout le courage d'en tirer les conclusions. Je ne perdrai pas une seule seconde pour agir. Et puis, rappelons également que dans l'agenda du ministre de l'Éducation nationale, il y a une date clé, la fin d'année civile, c'est-à-dire la fin 2023, date à laquelle il devrait faire un certain nombre de propositions audacieuse, dit-on du côté du ministère, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Continuons avec cette tribune du syndicat Sud Éducation qui entend pointer du doigt l'échec supposé du pacte enseignant. Oui, le pacte enseignant, vous le savez, c'était un peu la trouvaille de Pap Ndiaye qui a fait beaucoup parler, mais qui est peut-être parfois ce que les observateurs ont retenu de son passage au ministère. L'idée du pacte enseignant, c'est de permettre d'augmenter la rémunération des enseignants en leur demandant de faire des heures supplémentaires. L'objectif que s'était fixé Pap Ndiaye, et qui est l'objectif toujours du ministère, c'était 30% de signature du pacte. Oui, mais voilà. Les premières remontées du terrain par les syndicats, ce sont les chiffres du syndicat, je le précise, semblent dire qu'il n'y aurait que 10% d'enseignants qui ont signé le pacte. Ça n'est pour l'heure pas confirmé par le ministère. Et le syndicat Sud Éducation, il ne mâche pas ses mots. Il a fait un communiqué de presse pour parler de ce pacte enseignant. Et voilà ce qu'il en dit. Le pacte est perçu, dixit le syndicat, comme une insulte du ministère qui sous-entend que les enseignants, enseignantes, CPE et psychologues de l'éducation nationale ne travaillent pas assez. Voilà, les mots sont assez durs contre le pacte enseignant. D'autres manquements sont dénoncés par ce syndicat dans son communiqué. Il y aurait plus d'hommes que de femmes signataires. Vous savez, ça fait partie de ces questions, les inégalités salariales même au sein de l'éducation nationale. Moins de personnes aussi porteuses de handicap qui l'auraient signé que de personnes, entre guillemets, valides. Et puis, des pressions supposées dont parle le syndicat Sud Éducation. Nous sommes interpellés par des personnels qui subissent des pressions hiérarchiques pour signer le pacte. Voilà pour les propos très forts qui sont les propos du syndicat. On attend évidemment d'ici quelques jours une réponse du ministère puisque les attaques sont assez dures.
Terminons ce tour de l'actualité avec cette question. Les enseignants contractuels sont-ils suffisamment formés? Oui, je suis désolé, c'est pas forcément un JT des plus positifs, mais c'est le Figaro qui pose la question dans ses colonnes. Est-ce que l'on forme suffisamment bien les enseignants contractuels? Et le journal revient sur les chiffres clés de cette rentrée. 35 000 contractuels sont dans les rangs de l'éducation nationale pour 850 000 enseignants au total, donc ça représente une petite part. Et cet été, 3 000 nouveaux enseignants contractuels ont été recrutés. Certains redoutent une formation trop légère. Et le journal met en avant quelques cas, allez, on va pas se mentir, qui sont un petit peu étonnants. Un enseignant qui devait faire de la grammaire mais qui proposait des leçons truffées de fautes, ou encore un contractuel qui travaillait juste avant comme manutentionnaire sur les marchés et qui voulait un métier moins pénible, donc qui est devenu enseignant. Mettons également en avant ce que dit le journal, 2 semaines seulement de formation pour devenir enseignant. Formation qui ne porte principalement que sur les aspects administratifs de la fonction et pas suffisamment pédagogique. Alors le débat se pose. D'un côté, il y a cette perte d'envie de travailler comme professeur et puis de l'autre, eh bien, des enseignants contractuels qui sont, il faut le dire au regard de cette enquête, un petit peu livrés à eux-mêmes. Merci beaucoup Guillaume. Début mai, Emmanuel Macron avait rappelé l'un des principaux objectifs de cette rentrée, la lutte contre le décrochage scolaire. Si la démocratisation des études a fait baisser le chiffre français à 8,4% pour la tranche des 16-25 ans, la tranche concernée, et place ainsi donc la France en deçà de la moyenne des autres pays de l'Union européenne, eh bien cette réalité n'a pourtant pas disparu et s'observe encore, notamment comme conséquence des inégalités socio-économiques. Alors justement, comment combattre le décrochage scolaire? On en parle dans cette émission. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Delphine Itembela. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes cofondatrice de l'École française digitale. Et face à vous, Youssef Hamdan, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Ravi de vous recevoir, vice-président et membre fondateur de l'association Une Voix pour tous. Merci. On va parler donc de décrochage scolaire aujourd'hui, un décrochage scolaire qui concerne quand même moins de 10% des élèves français, mais c'est un chiffre bien trop haut encore. Est-ce qu'on peut rappeler ensemble, s'il vous plaît, ce qu'est réellement le décrochage scolaire? Parce que ça peut être encore une espèce d'idée un peu vague pour les uns ou les autres. Delphine, qui t'aimait là. C'est les élèves qui arrêtent leur scolarité sans avoir les diplômes nationaux, donc sans aller jusqu'au brevet, sans aller jusqu'au baccalauréat. Des élèves qui s'arrêtent en général parce qu'ils ont trouvé un job, parce qu'ils sont un peu démunis, n'ont pas assez confiance en eux? Un peu démunis, qui n'ont pas spécialement envie d'être à l'école parce que ce qu'on leur propose ne leur convient pas spécialement et parfois même à la recherche tout simplement de travail ou d'argent directement et qui quittent l'école pour ça en n'y voyant pas un grand intérêt, souvent. Alors, c'est pas du jour au lendemain que ça s'opère, ce décrochage classique, enfin c'est souvent ce qui est rapporté en tout cas. Il y a différentes étapes. On peut rappeler ces étapes, c'est-à-dire que d'abord on observe des difficultés à l'école, c'est ça ? Oui, il y a des difficultés à l'école, des soucis parfois même au niveau de l'orientation. Par exemple, sur la voie professionnelle, on sait que 58% des élèves décrocheurs sont issus de la voie professionnelle et c'est un gros problème aussi lié à l'orientation sur les retours qu'on a. L'orientation qui est mal perçue, mal vécue ou mal faite, selon vous, Delphine Itembela? Selon moi, c'est que les élèves peinent à trouver du sens à leurs apprentissages, sont souvent mal orientés, manquent d'informations quant à leur orientation et donc ils sont amenés à décrocher parfois. Alors, peine à trouver du sens à leur apprentissage, ça paraît étonnant pour tous ceux qui sont en dehors du système du lycée professionnel parce que pour autant on a l'impression que ce sont des métiers qui sont très précis justement, qu'on arrive assez bien à imaginer. Donc sur des voies qui sont, je dirais, plus classiques, on pourrait croire que faire par exemple des sciences économiques comme choix ou des maths, ça reste très vague et finalement là on peine à imaginer son métier. Pourquoi en lycée pro, tout d'un coup on se retrouve dans cette situation-là ? Parce que ce sont des filières qui ne sont pas assez valorisées. Pourtant, ce sont des métiers formidables, oui. Des métiers magnifiques, qui demandent de la technicité, qui demandent un réel savoir-faire dont on a besoin, mais qui ne sont pas assez valorisés aujourd'hui. Et depuis quelques années déjà, ces grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, il n'y a pas que ça dans l'orientation. Oui, donc en fait, c'est plus une vision que finalement la société aurait, ou en tout cas que l'élève a et maintient de son propre métier et de sa propre orientation qui fait défaut, davantage que, évidemment, l'orientation elle-même qui est formidable. C'est ça. En soi, c'est parfois même des élèves qui se retrouvent dans une filière qui peut être intéressante, mais peut-être ne l'est pas pour lui.
Peut-être que cet élève-là, bon, je prends l'exemple de la filière MELEC en électrotechnique, où certains élèves ont vraiment envie d'être là et se donnent à fond. D'autres, parfois, auraient préféré se retrouver dans une filière un peu plus axée je sais pas, aéronautique, donc aérostructure. Et s'ils se retrouvent en électrotechnique, ils voient ça un peu comme un échec, comme des cours qui ne l'intéressent vraiment pas. Et une fois qu'on est en bac pro, un peu, on sent qu'on est un peu dans une impasse. Si le métier, on ne l'apprécie pas et que dès la seconde, la première, la terminale, on s'enferme dedans, on a l'impression qu'on va difficilement en sortir et certains, à partir de là, lâchent. Est-ce que c'est une filière, d'après ce que j'entends, où il faudrait que les élèves soient encore plus, cultivent encore davantage l'estime de soi, car ils arrivent souvent déjà avec une perte de confiance? Oui, effectivement. Effectivement, confiance en eux, à leurs capacités, confiance en la filière et aussi confiance dans les débouchés qu'elles apportent. Et pour autant, on a besoin justement de ces débouchés-là, de ces métiers et de ces futures personnes dans les métiers engagés. Donc pourquoi ça ne marche pas? On engage pourtant après le lycée pro, non? Oui, on engage après le lycée pro, mais c'est souvent un manque de confiance des élèves en eux-mêmes. Le manque de confiance fait qu'ils ne vont pas au bout de la filière et qu'ils décrochent avant. Et pour autant, les enseignants qui sont motivés et qui essaient de redonner confiance, justement? Oui, il y a des enseignants qui essaient de redonner confiance, de les booster. Après, c'est très difficile. Quand on a un élève vraiment qui n'a pas spécialement envie d'être là et que l'orientation est vraiment subie, l'enseignant peut faire tout ce qui est en son pouvoir, ça reste compliqué. C'est un constat qui est fait par l'élève et il se sent vraiment bloqué dedans. C'est vraiment pas évident. Les élèves qui nous en parlent de cette situation-là, où rien qu'hier sur un atelier, j'étais avec une élève qui me disait qu'elle n'avait pas envie d'être en pro. Mais alors ça, un élève qui n'a pas envie d'être en cours, souvent on le voit, hein, quand on est en quatrième dans un grand lycée, un grand collège, un grand collège plutôt, ou que ce soit dans le centre de Paris et ailleurs, dans une REP ou dans une zone rurale, les élèves, on entend rarement « chouette, je vais à l'école ». Malheureusement, malheureusement. Mais là, c'est un cas plus précis. Là, on parle de décrochage, donc on parle vraiment de perte de confiance totale et surtout de perte d'envie, vraiment. Mais en fait, la perte d'envie, c'est vraiment que c'est pas juste la jeune fille n'a pas envie d'aller à l'école, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école dans cette filière-là. Elle voudrait être dans une autre filière. Elle aimerait vraiment faire quelque chose d'autre. Donc la solution, elle existe, mais c'est pas la solution qu'on lui a proposée. Et c'est à partir de là où certains élèves se lassent. Et petit à petit, comme vous l'avez si bien dit, c'est pas du jour au lendemain qu'on décroche. C'est vraiment tous les jours, on va à l'école avec la boule au ventre. On se dit que ce que je vais faire, le métier que je vais faire après ces études-là ne me conviendra pas. Et petit à petit, on se dirige vers l'abandon. À quoi on reconnaît un enfant, un élève qui est en décrochage scolaire? L'absentéisme, d'abord. L'absentéisme récurrent fait qu'effectivement, on peut parler de décrochage à partir de ce moment-là. Une répartition différente en fonction des territoires, en fonction des régions? En fonction des régions, en fonction des territoires et puis aussi en fonction des raisons de ce décrochage. On a parlé de la mauvaise orientation des élèves, mais le décrochage peut venir aussi de phobie scolaire qui est développée parce qu'il y a eu du harcèlement à l'école. Ça, c'est les élèves qu'on rencontre souvent dans notre établissement à nous, l'école française digitale, où effectivement ils viennent à nous, ils ont décroché parce qu'ils ont été victimes de harcèlement. Ils ont des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, et les établissements traditionnels peinent à s'adapter à leurs troubles de l'apprentissage, donc ils sont amenés à décrocher. Ils peuvent décrocher aussi parce qu'ils sont haut potentiel, intellectuels, HPI, HPE, et ils peinent à trouver du sens à leurs apprentissages, et ils décrochent. Donc, en fonction de ces différentes causes de décrochage scolaire, ça varie d'une région à une autre. Quand on est victime de harcèlement, c'est souvent sur les réseaux sociaux, justement sur le digital, et pour autant, ces enfants-là, quand même, viennent vers l'école française digitale? Alors, le harcèlement commence malheureusement en physique, à l'école. Il peut se poursuivre sur les réseaux sociaux. Très souvent, oui. Il se poursuit sur les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour ces enfants, finalement, c'est double peine. Ils sont harcelés à l'école, donc ils quittent l'établissement scolaire et puis donc ils arrêtent leur scolarité. Ce qu'on leur propose avec l'école française digitale, c'est justement de prendre du recul, d'être dans un cadre bienveillant pour poursuivre leur scolarité. D'accord. Et un cadre bienveillant qui se fait avec des enseignants formés spécifiquement
pour ce type de cas d'élèves qui sont en difficulté, en décrochage scolaire et souvent dans des cas de harcèlement? Oui, notre équipe d'enseignants est formée, sensibilisée à ces questions-là. Ils sont tous expérimentés, ils ont tous entre 12 et 15 ans d'expérience professionnelle. Ils ont déjà enseigné dans le public ou le privé et sont très sensibilisés à ces questions-là. De harcèlement, de phobie et de troubles de l'apprentissage. Ils savent s'adapter aux différents profils des élèves. Est-ce qu'il y a aussi un facteur important, hein? Est-ce que les parents aussi sont souvent des parents qui ne sont pas forcément souvent à la maison, qui n'ont pas le temps, la possibilité de s'occuper de ces élèves qui sont en décrochage? Et donc, bien sûr, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on favorise évidemment la reproduction de schémas. Oui. Une bonne partie des élèves décrocheurs sont issus de milieux défavorisés. Et les parents ne sont pas spécialement informés sur ce qui se passe à l'école, ne comprennent pas forcément les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et du coup, naturellement, l'élève non plus. Il n'y a pas forcément cette éducation à l'école, tout simplement. Et qui fait qu'il y a une bonne partie des élèves qui sont issus de milieux défavorisés et d'enfants d'ouvriers. Alors, de nombreuses mesures ont été annoncées par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, notamment, évidemment, une des priorités qui est justement la lutte contre le décrochage scolaire. Que pensez-vous, justement, des mesures prises par le gouvernement chez Une Voix pour tous? Alors, sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement, déjà, on est content que le sujet soit pris en main, déjà. Et ensuite, on attend de voir un peu comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, et avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Mais en soi, on est globalement satisfait de l'annonce. C'est un sujet aussi qui nous tient à cœur, et en commençant même par le sujet de l'orientation, et c'est un sujet qui est au cœur de notre projet. On vise vraiment à aller vers une orientation subie à zéro, vraiment à 0% d'orientation subie. Donc c'est vraiment un objectif, peut-être un peu peut-être inatteignable ou difficilement, mais ça reste un objectif. En tout cas, on tend à aller vers ce chiffre-là. Souvent, les bonnes idées viennent de ceux qui vivent la réalité au quotidien. Donc, ça veut dire des élèves, des profs, de vous qui êtes ici. C'est quoi les bonnes idées, justement, pour modifier cette difficulté à bien orienter les élèves, notamment en lycée pro, selon vous, Delphine Tembala? S'adapter aux besoins des élèves. Être à leur écoute. Leur proposer le différent panel de choix qui s'offrent à eux, pas rester sur un choix unique ou un choix bien pensé, aller sur le panel de choix qui peut y avoir. Mais parce que vous pensez que les conseillers d'orientation ne tentent pas de faire le bon choix à la base? A priori, ils ont tous envie quand même que les choses s'opèrent de la bonne manière pour leurs élèves, non? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Est-ce qu'ils sont assez déployés sur le territoire? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Donc c'est quoi? C'est des répartitions qui se font en fonction du nombre de places qui sont existantes, et on se dit, voilà, il faut en mettre là, ici, là, et on ne réfléchit absolument pas à leur future vie? C'est ce qui ressort ou pas? Effectivement, ce n'est pas tous les élèves qui ont déjà vu un conseiller d'orientation dans leur vie. J'en suis premier exemple, je n'ai jamais vu de conseiller d'orientation de toute ma vie. Vous avez fait la demande? J'ai pas spécialement été informé. On m'a dit qu'il y avait des petits guides de certains organismes qui parlaient d'orientation, mais en soi, on m'a pas spécialement parlé de conseiller d'orientation dans mon collège. Et c'est le témoignage de beaucoup d'élèves aussi qui n'ont jamais eu de conseiller d'orientation. Et donc ça veut dire que comment on fait pour s'orienter? On en parle avec ses parents, j'imagine, les gens autour de soi, mais est-ce qu'il y a aussi je sais pas, des éducateurs, des CPE, les enseignants eux-mêmes qui, eux, vous aident à faire ces choix-là? Bien sûr, les équipes éducatives tentent au maximum d'épauler un peu les élèves par rapport à ça, par rapport à ces sujets-là, les conseils, les guident un peu. Après, malheureusement, le professeur peut difficilement remplir toutes ces missions-là. Et vraiment, moi je pense, et même au collectif, on pense que vraiment il faudrait proposer des initiations un peu au métier et vraiment pousser l'information de différents métiers, vraiment faire découvrir des métiers dès le collège, parce que c'est un choix qui est quand même important pour les élèves. S'ils ne sont pas spécialement informés par rapport aux filières, par rapport aux métiers,
ça peut vite causer les torts dont on a parlé. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, les enseignants, peu importe la filière, vivent une période extrêmement difficile, à la fois pour la reconnaissance salariale, pour la reconnaissance tout court de leur métier, pour le rapport entre parents et professeurs, élèves et professeurs. Et je me doute absolument pas que vous viviez ça, évidemment, au quotidien. Le SNETA, par la voix de son secrétaire général, Pascal Vivier, a fait un communiqué ce matin, a publié un communiqué, où il parle de maltraitance dans l'éducation nationale, de la maltraitance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des enseignants. Si les enseignants ne se sentent pas suffisamment respectés ni écoutés par leurs dirigeants, comment on peut espérer justement un sursaut général pour pouvoir mieux orienter, aider les élèves ? C'est une vaste question que je vous pose, hein, mais c'est peut-être la question. C'est une vaste question. Les enseignants qui travaillent à l'école française digitale, ils ont fait le choix de venir chez nous. Ils ont fait le choix de venir chez nous parce qu'ils ont de la liberté pédagogique. Ils peuvent enseigner comme ils le souhaitent. Ils sont tous issus, ils ont tous travaillé au sein de l'éducation nationale et à un moment donné, ils se sont retrouvés bloqués. Donc peut-être leur faire aussi un peu plus confiance. Ils sont pleins de talents. Ils peuvent exprimer leur talent au sein de l'école, mais les classes sont tellement surchargées, l'école est tellement aussi structurée, un peu bridée, ils ont du mal à s'exprimer. Laisser davantage s'exprimer. Une réponse à ma question ? Je suis totalement d'accord avec Delphine, il y a un gros souci de confiance. Ce qui revient aussi beaucoup chez les enseignants, c'est qu'ils ne se sentent pas spécialement valorisés et qu'ils ont peut-être besoin de plus de confiance, peut-être le faire comme le fait si bien Delphine, donc vraiment donner cette confiance aux enseignants. Confiance aux enseignants, bien sûr. Alors, plusieurs mesures, hein, on le disait, donc annoncées à la fois par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron, notamment la suppression des heures de technologie au profit des maths et du français. Vous en pensez quoi ? Nous, spécialement dans le collectif, c'est en 6e, hein, je parle. Hein. Oui. Au sein du collectif, bon, c'est un peu plus tard, c'est au lycée, mais on veut vraiment que les heures de matière générale, donc maths et français, soient mises en avant. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose qu'on insiste sur ces matières qui sont primordiales et qui permettent à tous les élèves un peu d'avoir un certain niveau dès qu'ils sortent du collège. Donc, Vous pensez que les savoirs fondamentaux, finalement, c'est donc fondamental, hein, comme le nom l'indique, c'est-à-dire que c'est essentiel pour pouvoir justement mieux s'orienter après et avoir les bases pour de futurs métiers ? Avoir les bonnes bases, c'est important. Il y a trop d'élèves qui sortent du primaire en ayant des difficultés de lecture, d'écriture, des difficultés en mathématiques. Alors, moins qu'à la sortie du collège. C'est assez étonnant, hein. Les chiffres sont frappants. C'est-à-dire que les élèves qui sortent de primaire ont plus de bases. Alors, ça joue à quelques pourcents, hein, mais quelques points de pourcentage, mais plus de bases qu'un élève qui sort du collège. Donc, ça veut dire qu'il y a une perte dans le collège. Comment on l'explique ? Manque de finalement de comment je pourrais dire ça, de contrôle en amont. Est-ce qu'il y a assez d'examens qui sont faits pour vérifier le niveau des enfants dès la sortie de la primaire ? C'est une des annonces aussi, hein, les évaluations. Faire davantage d'évaluations tout au cours de la scolarité. Vous pensez que c'est une bonne chose aussi, Youssef Hamdan ? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Et aussi le collège, parfois, pourquoi il y a un certain décalage entre le primaire et le collège ? Parfois le collège c'est une période de vide jusqu'au lycée. Et là, au lycée... Pourquoi une période de vide ? C'est marrant que vous appeliez ça comme ça. Une période de vide dans le sens où, s'il n'y a pas spécialement d'évaluation en continu et que les élèves se lassent un peu de l'école déjà, il y a Delphine qui parlait de la phobie un peu de l'école, entre guillemets. Si certains élèves ne sont pas impliqués pendant le collège, tout ce qui a été appris en primaire, donc à l'enfance, là où on apprend beaucoup plus vite, se perd un peu, se dilue. Donc ça peut être problématique le collège vis-à-vis de ça. Est-ce que peut-être la période, je me pose la question, hein, mais c'est au regard de vos échanges, enfin de nos échanges, est-ce que ce collège, donc de la 6e à la 3e, donc 4e inclus, est-ce que justement, c'est pas un moment où on se dit, enfin jusqu'à 3e, oui inclus, pardon, c'est pas un moment où finalement on ne parle pas assez du métier futur, on ne parle pas assez d'orientation et on se concentre justement, pardon d'y revenir, mais sur les savoirs fondamentaux. Oui. Donc c'est là où je pense qu'il y a un double discours. Il y a un paradoxe. Il faut les savoirs fondamentaux sont importants. Ouais. Il faut que les élèves sortis du primaire soient à l'aise avec ça pour justement favoriser leur orientation plus tard.
tout en commençant d'ores et déjà à parler des métiers aux enfants, leur parler des possibilités, éventuellement les initier aussi au travers de stages pour qu'ils puissent s'orienter de la meilleure des manières. On voit beaucoup d'ailleurs d'élèves qui partent, pour ceux qui en ont les moyens, car ça coûte effectivement cher, vers le hors contrat, notamment pour se perfectionner vers le sport ou vers des métiers d'art, où là on voit un véritable engouement finalement à la fois pour leur passion, mais aussi du coup pour les études. Est-ce qu'il y aurait, même si on parle de hors contrat avec l'État, donc, mais est-ce qu'il y aurait aussi peut-être des choses à prendre à la fois dans ces idées-là, mais aussi dans tout ce qu'on peut voir à l'étranger, ailleurs? On parle beaucoup des pays du Nord, mais il n'y a pas que les pays du Nord, il y a aussi tous les autres pays du monde et qui ont des vraies recettes pour l'engouement et l'envie d'apprendre à l'école. Oui, avec le collectif Une Voix pour tous, c'est ce qu'on cherche aussi à créer un peu, à valoriser au sein des filières pro. C'est vraiment proposer des solutions. Des solutions aux élèves qui ont des passions ou qui ont des compétences à l'extérieur. Je prends l'exemple d'un jeune qui a plusieurs petits frères et sœurs. Il développe certaines compétences en s'occupant de ses petits frères et sœurs. Un jeune qui est passionné de graphisme, il a certaines compétences qu'il ne peut pas spécialement valoriser dans les filières dans lesquelles il se retrouve. Donc ce qu'on veut proposer vraiment, et c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est proposer des ateliers aux jeunes pour qu'ils puissent nous partager un peu leurs connaissances, leurs différentes compétences qu'ils ont acquis en dehors du scolaire. Et avec tout ça, vraiment pouvoir créer, pourquoi pas, des filières ou des options qui pourraient leur convenir et justement lutter contre ça. Lutter contre le décrochage, oui, allez-y. Et je rebondis parce que c'est très intéressant ce que vous dites. À l'École française digitale, c'est vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire que le socle commun des connaissances est fait essentiellement sur les matins, pour laisser les après-midi libres à nos élèves pour qu'ils puissent s'exprimer par l'extrascolaire. Donc nos élèves sont passionnés d'art, de musique, de sport ou autre. Ils peuvent le pratiquer de manière intensive l'après-midi. Et on a même des élèves qui sont passionnés par toute autre chose, le graphisme, l'art plastique, le codage. Et ils peuvent les pratiquer sur les temps d'après-midi. Donc, quand bien même ils sont au collège ou au lycée, ils touchent déjà du doigt leur futur métier parce qu'ils sont passionnés et on leur laisse l'opportunité et le temps de le faire. Ça ressemble à quoi une journée type à l'École française digitale pour un élève ? Nos élèves, ils ont cours du lundi au vendredi, sur la grosse plage horaire allant de 8h jusqu'à 13h. Ça varie en fonction du fait qu'ils soient au collège ou au lycée et en fonction des spécialités et options éventuelles. Et donc les après-midi, ils peuvent le consacrer à leur extrascolaire. On leur demande aussi une dose de travail personnel. Bien sûr, il faut qu'ils travaillent leur cours en amont. Donc ça représente à peu près 1h30 par jour sur les temps d'après-midi. Ils suivent le programme de l'éducation nationale ? Absolument. On les prépare à passer le brevet, on les prépare à passer le baccalauréat. D'accord. Un baccalauréat qui soit général ou pro ? Technologique ? Général. On fait les filières générales chez nous. D'accord, ok. Et le côté digital, pour l'instant, n'est que positif, j'imagine, dans la structure même de ce que vous proposez. Est-ce que, par moment, vous craignez aussi les dérives dont on parlait il y a quelques minutes, à savoir le harcèlement qui se fait beaucoup par le digital ? Le digital nous permet beaucoup de choses. Il nous permet aussi du contrôle et de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on peut, on peut maîtriser les échanges, on peut maîtriser les chats, on peut voir ce qui s'y passe. Voilà, on peut avoir un œil dessus. Et aujourd'hui, on peut aussi parler d'addiction. On a rarement vu un élève addict à l'école. Donc ils prennent beaucoup de plaisir. Ils sont certes sur écran, mais sur un temps limité, sans les dérives, puisqu'ils sont là pour de l'apprentissage. Vous voulez dire addict aux réseaux sociaux au sein de l'école ? Parce que addict à l'école, malheureusement, ça on le savait déjà. Mais on espère que ça change. Peut-être que ça reviendra. Donc, un dernier mot, Youssef Hamdan, en tant que vice-président et membre fondateur de l'association Une Voix pour tous, je le rappelle. Donc, cette possibilité, ce regard qui doit changer, effectivement, par rapport à la fois aux élèves du lycée pro et à la fois sur la nécessité d'orientation. On sait que c'est souvent une question de moyens. On ne va pas se mentir, ces axes tous opèrent. Et puis aussi une question de reconnaissance. Comment faire pour pouvoir amener le gouvernement petit à petit à mettre de l'argent, des fonds, pour justement bien orienter les élèves ? Tout simplement commencer par des tests, c'est ce qu'on essaye de faire, montrer que ça fonctionne.
et ensuite appliquer sur une échelle plus large. On voit aujourd'hui que lorsqu'on propose des ateliers, les élèves sont impliqués. Lorsqu'on parle des thématiques qu'on porte avec le collectif Une Voix pour tous, et je ne parle pas spécialement que de lycées parisiens, que ce soit dans le nord, dans des petits villages, dans le sud de la France, en Provence, les élèves généralement trouvent que c'est des thématiques qui sont intéressantes et qu'ils aimeraient être portées par ces sujets-là. Et trouver peut-être un pont entre les filières, justement, Exactement. parce que les filières générales et pro, technologiques et autres doivent aussi se parler peut-être et se rencontrer davantage pour comprendre qu'on est tous unis pour Bien pouvoir sûr. justement être... Bien sûr, ce qu'on cherche aussi, c'est un peu de briser ces tabous-là de la filière professionnelle, technologique, générale, et dire que chacun a une filière qui peut lui correspondre et que son opportunité est peut-être dans l'une de ces filières, qu'il n'a pas besoin de se braquer dans une filière générale parce qu'on lui a dit que c'était élitiste, ou bien dans une filière pro parce que son grand frère a fait pro et qu'il doit aussi faire la même filière ou le même métier que ses parents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Delphine Tembela, je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'école française digitale qui se trouve où ? Partout. Puisqu'elle est digitale. Enfin, Virginie. C'est la joie du numérique. C'est ça, donc c'est l'avantage. Et Youssef Hamdan, vice-président et membre fondateur de l'association Une Voix pour tous. Merci beaucoup d'avoir été là. On marque une courte pause, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour la quotidienne de School TV. Chaque matin, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. Et puis, vous retrouvez aussi une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, littérature jeunesse, pédagogie. Tous les jours dans la quotidienne, on vous donne ainsi des clés de compréhension et des pistes d'action. Ça va faire 2 ans que j'ai tout arrêté. Aucune rechute. J'adorais ce petit frisson, la sensation d'interdit. Et maintenant ? Maintenant, je suis rentré dans le rang, coach. Un film ou une série par soir. Légalement. Vous voyez qu'il y a une vie après le piratage. Mais j'y pense tout le temps. La clé, c'est la respiration. J'ai encore envie. Ah oui ? Je tiens bon. C'est bien. Ah oui, je tiens bon. Bravo. Je tiens bon. Oui, j'ai compris. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon. De retour dans le Grand JT, comment rendre les maths ludiques pour intéresser les élèves ? Ouh là là, oui, ça c'est une grande question. Sortir des sentiers battus et voir les calculs autrement, ce n'est pas une mince affaire. Alors les jeux Matador s'inscrivent pleinement dans cette dynamique d'apprentissage. Application, jeux en ligne, offre pour la classe, boîte de jeux, escape game, autant de façons de calculer avec vos élèves, vous qui êtes enseignants, mais aussi parents élèves, ça vous concerne bien sûr. J'accueille Éric Trouillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de mathématiques, toujours en exercice, et cela depuis 1992, si je suis bien informée. Et vous êtes créateur de ces fameux jeux Matador dont on parle. Quel est votre rapport aux maths ? Est-ce que vous êtes féru de maths depuis l'enfance ? Alors en fait, oui, j'ai toujours aimé les nombres, mais je suis aussi féru de jeux depuis tout petit. J'ai toujours aimé les jeux. J'aimais les nombres, je me suis rapproché des maths, et puis Matador, c'est un peu le rapprochement entre ces deux mondes, le monde du jeu et puis le monde des nombres, qui est devenu pour moi le monde des maths, puisque au fil du temps, je suis devenu prof de maths. Alors, on entend sur le plateau un joueur, parce qu'on ne peut plus retenir, c'est Guillaume Ouattara. Bonjour. Il est journaliste sur School TV, mais aussi féru comme vous de jeux de société. Il aime bien les maths. Ouais. Et il Alors, aimerait comment bien... ça marche ? Voilà, alors on a un jeu avec nous qui est donc le jeu Matador Flash, voilà, que l'on montre. Alors donne-moi s'il te plaît, merci. Merci Guillaume. Voilà, Matador Flash, ici c'est une boîte, donc là je n'ai que le haut de cette boîte, où on va apprendre donc à calculer soit rapidement, soit de la meilleure des manières, si j'ai bien compris les règles. Et donc on a plusieurs dés en main. C'est compliqué de pouvoir jouer avec Éric Trouillot puisqu'il est en Skype avec nous. Mais enfin, juste pour pouvoir comprendre le système, Éric, quelle est l'idée ? Alors, en quelques mots, c'est très simple. La philosophie Matador, on est dans l'univers du compter bon, c'est-à-dire qu'on va avoir un nombre cible à fabriquer. C'est les 2 dés rouges que l'on lance qui donnent le nombre cible. Et puis, on lance les 5 dés blancs qui, eux, sont des nombres outils
Et ce sont les nombres avec lesquels on va calculer, alors addition, soustraction, multiplication, division, pour essayer de fabriquer ce nombre cible. On rentre dans ce que j'appelle la dynamique du calcul à l'envers, c'est-à-dire c'est pas ça fait combien, c'est j'ai un objectif, et c'est ça qui rend le calcul un peu plus attractif, parce qu'en fait on est acteur, on est actif. On doit vraiment trouver des stratégies, trouver la bonne opération, utiliser les bons nombres, et on est toujours dans quelque chose de réfléchi en définitive. C'est pas uniquement j'applique des choses que j'ai appris et que j'applique pas forcément en ayant compris ce que je fais. Là, je suis obligatoirement acteur de ce que je dois trouver. Alors oui, on comprend tout à fait. Alors bon, jouer ensemble, ça va être compliqué. Mais si on lance, Guillaume, on comprend les deux dés rouges, par exemple. Là, j'ai un dé 40, un dé 2, donc ça fait quoi? Ça fait 402 42. 42, d'accord. Oui, c'est-à-dire 40 plus 2, ça fait quoi? Non, mais je pensais que c'était peut-être les dizaines et les centaines. Mais il faut additionner. Donc la cible est 42, ça va être le nombre à fabriquer. Après, je prends quoi? Je prends 2 dés blancs. Vous pouvez les lancer les 5, même si vous voulez. Oh, bah les 5, allons-y. Et donc, j'ai... Ah oui, il faudrait peut-être qu'on voit. Oui, vas-y. Oui. Je lance tout, et après j'ai plein de chiffres, et donc je dois m'amuser. Par exemple, j'ai le 2, j'ai le 6, 2 x 6, 12. 12 plus 2, ça fait 14. 14 plus 10, je suis à 24. 24 plus 11, je suis à 35. Ah, raté. 35, on n'arrive pas encore à 42. Donc ouais. c'est ça, en fait, il faut trouver une formule pour pouvoir soit multiplier... Ah, je l'ai presque, mais j'ai un truc, parce que 2 x 6, 12, 2 x 10... Ah bah non, je suis bête. Alors, bon, je vais réfléchir. Guillaume a tellement envie de jouer qu'il en oublie qu'on en fait une émission de télé. Mais enfin, le but, c'est quand même de comprendre quel est l'objectif du jeu. Effectivement, c'est de pouvoir trouver, j'imagine, avec soustraction, addition, division et multiplication, de pouvoir atteindre les fameux 42 faits par les dés rouges. C'est bien ça, Eric ? Exactement. Et là, très vite, on se rend compte que sur la situation des nombres qu'on a obtenus, que Guillaume a lancés, si on reste dans ce qu'on appelle l'additif, si on additionne les nombres, on n'arrivera pas à 42. Et c'est là que, par exemple, la multiplication devient une nécessité. Je suis obligé de rentrer dans le monde multiplicatif et je vais avoir à faire des choix. Quel nombre je vais prendre pour les multiplier? Et le top, quand on connaît un peu après le jeu, qu'on a l'habitude, il faut pratiquer ce que j'appelle la réflexion à l'envers, c'est-à-dire partir de la cible et se dire comment je peux la fabriquer. Par exemple, 42, on est censé savoir que c'est dans la table du 6 et du 7, c'est 6 x 7, ou c'est 2 x 21. Et on peut même savoir que c'est 3 x 14, si on connaît un peu la table du 14. Ça, c'est vraiment après avec la pratique du jeu. Et je regarde les nombres que j'ai et j'essaie d'utiliser une des combinaisons que je viens de vous donner. Alors, j'ai plus les nombres en tête, là, j'ai pas mémorisé les 5. Est-ce qu'on peut faire J'ai réussi. Alors, sachez que j'ai enlevé un dé parce que je m'enlève le truc. Donc, ça marche plus. C'est comme ça que ça marche. Non, mais c'est toujours comme ça que j'ai joué, j'enlève les trucs. J'ai utilisé les 5, hein. Ah, donc j'ai gagné. 2 x 10, 20. Voilà. 2 x 11, 22. 20 plus 22, 42. Bravo. Formidable. Formidable. Vous voyez que ça marche super bien et que déjà nous en plateau on adore. Et c'est pour les gens qui ont quel âge? Parce que là je me vante un petit peu, mais j'imagine que c'est pour plus jeunes que moi. Alors, non, mais il n'y a pas. En fait, c'est à partir du moment où on commence à connaître les opérations qu'on peut jouer, et après, c'est évidemment sans limite, hein, puisque y a des gens qui adorent jongler avec les lettres, et nous, on adore jongler avec les nombres, et on peut jouer. Il n'y a pas d'âge. Bon alors, Eric, ça, effectivement, c'est un jeu Matador Flash qu'on peut retrouver à la fois finalement à la maison, parce que c'est quand même vachement sympa d'y jouer. Nous, en plateau, manifestement, on adore. J'adore. Mais aussi et surtout pour les enseignants dans les classes. Il n'y a pas que ces jeux physiques comme Matador Flash. Il y a aussi des applications, des jeux en ligne? Oui, tout à fait. Il y a un univers jeu physique. Là, on vient de jouer avec Matador Flash. Il y a un jeu de plateau aussi. Et puis, depuis 10 ans, tout ça, c'est avec Réseau Canopé, donc Éducation nationale. On a développé des versions numériques. C'est vraiment un prolongement du monde du jeu physique. Moi, je préconise par contre toujours de commencer par jouer en vrai, c'est-à-dire avec des dés, parce que ça permet les échanges. En classe, on va avoir la verbalisation, on va entendre des procédures. Il y a une dimension sociale qui est évidente. C'est même collaboratif. Et puis le prolongement qui est plus en phase avec notre temps, donc le prolongement numérique, il y a Matador Chrono et Matador Solo. C'est super, mais j'aime bien le mettre en avant en complément
complément du jeu physique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris la mécanique, qu'on sait jongler avec les nombres, qu'on arrive à fabriquer des nombres, qu'on est dans cet esprit qu'on est bon, et ben on est prêt à jouer seul sur l'ordinateur. Et là, il y a la dimension un peu entraînement, si vous voulez. Ça va être un peu un travail de gamme qui va permettre à l'élève, par exemple, de se construire on parle parfois de répertoire mental. Et ben si on joue comme ça avec un peu de régularité, à la fois en jeu physique et en jeu numérique, on peut vraiment se fabriquer ce répertoire mental dont on a tous besoin, en fait. C'est la relation avec les nombres et les opérations. Puis la relation aussi avec son professeur qui quand même devient plus ludique et sympathique. Vous êtes prof de maths depuis à peu près 30 ans, même plus de 30 ans. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, que les maths, il y a une sorte de désintérêt pour cette matière, ou en tout cas que c'est un peu compliqué l'enseignement des maths à l'école ? Alors, je ne parlerai pas de désintérêt, mais en fait, c'est une matière qui est véritablement, on dit, anxiogène. Et ça, bon, ça serait peut-être un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes et d'adultes pour lesquels les maths, c'est presque un peu une angoisse, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est très sympa, qui est très créatif, qui est très ludique dans l'esprit. Mais la vision qu'on en a, alors ça remonte certainement à... C'est ancien, hein, c'est parce qu'on a une certaine pratique des mathématiques à l'école. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à redire, mais la dimension n'est pas très ludique. On est dans un pays où on joue naturellement avec les lettres. Il y a des millions de gens qui s'adonnent aux mots croisés, aux mots fléchés. On est beaucoup moins ludique avec le nombre, avec les opérations. Et pour autant, à mon sens, on peut bien autant jouer, sinon plus, avec les nombres et les opérations. Donc je pense que c'est une dimension culturelle. Et pour lutter contre ce caractère un peu anxiogène des maths, eh ben, le jeu, je pense que c'est la bonne porte d'entrée. Alors ça ne résout pas tout, mais par contre, ça permet de rentrer avec plaisir et ça donne envie. Et si on a envie de faire quelque chose, eh ben, après, on accepte plus facilement éventuellement de souffrir un peu, voilà. Il y a aussi une petite difficulté qui est présentée parfois, c'est l'enseignement des maths, puisque les professeurs de primaire, les professeurs du premier degré en général ont des cursus littéraires, ont un peu abandonné les maths très vite, parfois dès la seconde, et on leur demande d'enseigner les maths sans forcément avoir eu ce goût, cette culture, c'est aussi l'une des causes. C'est vrai. Ça, c'est un paramètre, c'est évidemment un paramètre. Et justement, pour remédier un petit peu à ce problème, eh ben, je suis sûr que d'apporter une dimension jeu dans l'enseignement des maths en primaire, eh ben, ça va non seulement bénéficier aux élèves parce qu'ils rentreront plus facilement dans l'univers des nombres et des opérations, mais je suis sûr que les enseignants eux-mêmes, les professeurs des écoles, peuvent aussi retrouver un plaisir qu'ils n'avaient peut-être pas forcément parce qu'eux-mêmes l'ont pas forcément vécu de façon voilà, c'était pas forcément très cool et fun quand ils ont appris les nombres et le calcul. Et le fait de jouer, ça profite à tout le monde en définitive. Hein. Ça crée l'envie et le plaisir. Et encore une fois, ce que je disais, si on trouve du plaisir à faire quelque chose, eh ben on va accepter plus facilement de rentrer dans la difficulté parce qu'évidemment, il y a un moment donné, c'est pas toujours facile. Mais le jeu, ça arrondit les angles. C'est la bouffée d'oxygène, de vitamines, quoi, en fait. Oui, pour tous, effectivement, à la fois pour les élèves et pour les profs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Trouillot. Je rappelle que donc, vous êtes professeur de mathématiques, mais surtout créateur des jeux Matador que vous faites avec le réseau Canopé, donc le réseau de l'éducation nationale. Merci d'avoir été là. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invitée est Lilia Benchaban. On l'a pas encore dit, mais tu es malvoyante et albinos. Oui. Est-ce que tu as vécu une scolarité adaptée ? J'ai vécu une scolarité adaptée, mais dans un système scolaire normal, parce que ma mère s'est battue pour que je sois dans une école normale avec tout le monde. Donc c'était que ça se passait comment ? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de me retrouver dans une école spécialisée, donc ça veut dire avec des gens en situation de handicap, je me suis retrouvée dans une école publique avec des gens qui n'ont pas de soucis, pour m'intégrer plus facilement. Et du coup, voilà, j'avais des aides à ma disposition, donc des auxiliaires de vie scolaire avec moi qui m'aidaient, etc. En permanence, en cours ? Ouais, quasiment tout le temps. J'avais toujours quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Et des aménagements avec des agrandissements pour mieux voir, etc. Donc, voilà. Et tu penses que c'était la meilleure solution ? Je pense que ma mère a bien fait de faire ça parce que du coup, ça a fait que je me suis intégrée dans la société normale, en fait. Est-ce que le regard des autres, c'était compliqué en grandissant ? Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, j'en parle un peu dans mon spectacle. Ça n'a pas été facile à accepter et je crois que cette différence, j'ai mis très longtemps à
à l'accepter, entre guillemets. À un moment donné, j'ai fait un espèce de déni où je disais pas du tout ce qui m'arrivait, etc. Et je crois que c'est l'humour qui a fait que j'ai commencé à bien le prendre. C'est-à-dire, tu demandais pas d'aide, en fait En fait, je refusais complètement l'aide. À chaque fois qu'on voulait m'aider, je disais non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller, etc. Et je faisais vraiment comme si j'avais pas de soucis. Et en découvrant l'humour, l'autodérision, etc., je me suis rendu compte que... À quel âge, alors? Je crois que j'étais au lycée. Donc, on va dire 16-17 ans, donc ça arrivait un peu tard quand même. 16-17 ans, je me suis rendu compte que... Tu fais toute ton enfance et ton début d'adolescence en faisant comme si tu n'as pas besoin d'aide. Exactement. En te privant, en fait. C'est ça. Donc quand l'AVS, l'auxiliaire, est à côté de moi en cours, je lui dis non, c'est pas la peine de m'aider et tout. Parfois même, je refuse qu'elle soit là, je veux pas m'asseoir à côté d'elle, donc elle se met au fond de la classe, etc. Je suis dans le refus catégorique de... En fait, je veux tellement être comme tout le monde et je veux tellement pas attirer l'attention sur ça, parce que les enfants posent beaucoup de questions. Pourquoi t'as quelqu'un à côté de toi? Pourquoi t'as ça? Pourquoi t'as ça? Donc voilà. Et ta famille t'a beaucoup aidé aussi? Ouais, ma famille m'a beaucoup aidée. Mes parents d'abord, de par l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce qu'ils n'ont fait aucune différence entre mes frères et sœurs et moi. Et du coup, moi j'ai... Mais ils t'aidaient un peu plus quand même dans les gestes du quotidien. Oui, bien sûr. En fait, ils m'ont vraiment... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc où j'ai pas ressenti de différence. Donc ils m'ont pas couvé ou empêché de faire des choses parce qu'ils avaient peur ou ils étaient inquiets. Au contraire, j'ai eu le droit de faire ce que je voulais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis hyper indépendante, je sors seule, je voyage seule, malgré tout ça. Donc, tu le disais, l'humour, ça a été ta façon de t'affirmer. Ouais. Aujourd'hui, on en est où avec le regard des autres? Est-ce que c'est toujours compliqué? Ça va mieux. On va dire qu'il y a plus de jours avec que de jours sans. Même s'il y a des jours où c'est relou. Tu pourrais pas dire du coup que c'est plus compliqué du tout? Mais je crois que ça sera jamais plus compliqué du tout. Parce qu'il y a des fois où je me dis, ah, c'est relou, j'aimerais trop voir comme normalement. Je suis sûre que je rate plein de trucs. Mais ça va mieux qu'avant. Depuis que tu as connu du succès justement avec l'humour? Ouais, vraiment, depuis que, même sans connaître le succès, depuis que c'est moins un tabou pour moi, j'ai l'impression que c'est moins un tabou pour les autres. Et je pense que c'est ça, c'est... plus tu fais de ta différence, entre guillemets, un problème, plus les gens le voient comme un problème, mais si toi, t'es OK avec... En fait, c'est d'abord le regard de toi sur toi. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est ce que tu renvoies aux gens et qui... Enfin, voilà, c'est un peu... Tout part de soi, en fait, j'ai l'impression. C'était déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Lilia Benchaban. Merci Malika, merci Lilia. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Des enfants, notamment, qui disent laisse tomber, il est bête, il est débile. Ouais. Et à un moment, on commence à y croire quand on est un enfant. Bah oui, parce que quand on le répète, on commence à comprendre, mais en fait, c'est faux. Personne n'est bête. Mais vous avez vécu en croyant ça? Au début, mais après, j'ai compris que c'était des bêtises. Votre rencontre avec les livres, alors avec un clin d'œil aujourd'hui, puisque maintenant vous êtes auteur de livres, ouais, je remonte ce Moi dyslexique de chez Duno Graphique. Vous dites, c'est bizarre, j'adore les livres et je les déteste. Ouais, parce qu'ils me font peur, parce que j'arrive pas à les lire. Mais je les adore parce qu'ils ont plein d'histoires et d'images et un imaginaire fou qu'on peut faire quand on ouvre un livre. Mais c'était très triste pour moi parce que je pouvais pas les comprendre. Et aujourd'hui? Maintenant, ça va. Après, je lis beaucoup de livres avec des images. Quand même. J'en lis quand même de temps en temps des vrais livres, mais pas beaucoup. Je précise quand même d'ailleurs que dans cette BD, il y a des pages entières où on comprend, voilà, sans texte, et on comprend absolument tout. Et je vais essayer de vous montrer quand même une ou deux pages pour voir ce qui se... Voilà, ça c'est vers le début, c'est quand vous vous habillez. Oui. Quand je dis qu'on plonge dans ce qui se passe dans la tête d'un enfant 10, c'est vraiment ça, quoi, parce qu'on lit le bouquin, on le feuillette, et... Ouais, c'est ça. C'est un livre, en fait, une BD qui est remplie de sensations. C'est de la 2D, mais c'est de la 2D qui est remplie de sensations. Comment on fait alors pour apprendre à coder? Comment sont structurés vos ateliers? Pour les élèves les plus jeunes, nous on démarre au CE1. On a besoin d'attendre que les élèves aient au CP vraiment acquis des compétences un peu solides de lecture, d'écriture. Donc au CE1, on commence à proposer aux élèves de l'assemblage de briques. Ça leur permet d'avoir un résultat assez rapide, assez sympa. Par exemple, de coder un petit jeu vidéo ou un personnage animé.
avec de l'assemblage de briques. Ensuite, au collège, on leur propose de vraiment découvrir de la programmation telle qu'on l'imagine, HTML, CSS, Python. Et au lycée, ça leur permet de, par exemple, sur l'un de nos modules, coder une intelligence artificielle qui répond à des questions simples. Alors, Paul de Maupoux, est-ce que vous diriez qu'apprendre à coder, c'est apprendre aussi à faire des maths d'une certaine manière? Est-ce qu'on a besoin d'être bon en maths pour apprendre à coder? Eh bien, je vais peut-être pas répondre de la manière attendue, mais je pense que les développeurs sont avant tout des grands littéraires. L'art de la langue, c'est millimétré. Ça demande une grande aisance, ça demande une grande agilité, ça demande aussi de la finesse. Et tout ça, c'est nécessaire pour une belle page de code. À l'âge de 7 ans, vous découvrez, et vous le racontez dans le bouquin, un endroit qui est l'Institut Saint-Pierre. On est à Palavas. Ouais, c'est ça. C'est un hôpital pour enfants où dedans il y a des classes de 10. Bon, c'est un peu chelou, mais donc si on est traité, etc., donc des enfants qui ont une rééducation, quoi, ils vont là, ils sont en classe, et puis il y a aussi une classe de 10 et des classes de sous. Et moi, ça m'a aidé à... C'est unique, hein, en France. Ils m'ont aidé avec mes difficultés. Et après, j'ai encore été dans une autre primaire. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Si je vous lis bien, d'abord, la première chose qui vous aide, ça va être de pouvoir apprendre à votre rythme. Oui, c'est ça, c'est important. Première chose. Et puis, pas beaucoup d'enfants, juste 10. Et des gens à l'écoute et formés pour ça. Et puis, on est tous différents, on apprend tous de manière différente. Il y en a, ils sont visuels, il y en a, ils sont plus tactiles. Donc, on avait aussi des lettres en sable. Il fallait toucher le A. Puis ça marchait pas. La professeure nous écrivait des A sur le dos. Et puis il y en a qui comprennent par le toucher. Donc c'est toutes ces intelligences qui sont mises à profit. Voilà, c'est pas juste écouter. Et ça a pas mal marché jusqu'au jour où on vous fait revenir en milieu ordinaire. Et là, si j'hésitais entre cauchemar et noyade. C'est un peu ça. Ouais. Mais après, on survit parce que j'aime le dessin et je pense que ça m'a sauvé dans ma scolarité. C'est que... Mais quand vous arrivez au collège, ils savent que vous avez un problème. Ils savent, oui. Et ça les empêche pas de vous faire ce genre de bulletin scolaire, pardon. Mais c'est vrai, ça. Mais donc je vais vous le lire parce que là, je vais montrer vos faire lire. Pas. Hein? Après, c'est moi qui l'ai... Comment ne le lisez pas? Vous l'avez... C'est vous qui le mettez dans votre bouquin. D'accord, oui. Mais enfin, voilà. Bon, alors je ne le lis pas si vous voulez pas que je le lise, mais si, allez, je vais lire. Art plastique 18, très bon dessinateur. Ouais, c'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai que pour le reste, il n'y a pas beaucoup de bienveillance et de gentillesse de la part des enseignants, quand même. Ça marche pas très bien. Non. Ça marche pas très bien. Comment se passe la rentrée, monsieur le maire? Bien. On avait un gros challenge. C'était d'ouvrir les 6 grandes écoles. Wow. Ouais. Avec un contexte politique compliqué. Donc 6 nouvelles écoles. 6 nouvelles écoles, 3 groupes scolaires. Avec des noms assez originaux que portaient vers la voix des femmes, Aretha Franklin, Colette Besson et André Chédid. Donc, une rénovation de lycée aussi. Une rénovation de lycée avec Valérie Pécresse. Donc un lycée, on aura l'occasion d'y revenir, qui sera en lien indirect et direct avec l'Académie Tony Parker, parce qu'il y aura une connotation sportive forte. Et oui, donc une bonne rentrée, une très très bonne rentrée. Avec une ligne directrice, la démocratisation de l'excellence. Donc faire en sorte que chacune et chacun puisse être l'architecte de sa propre vie grâce à l'éducation nationale, grâce à une éducation de qualité. Et nos prérogatives en tant que maire, c'est de faire en sorte que dès la petite enfance, maternelle jusqu'au collège, on soit en capacité de livrer des infrastructures de qualité. Et c'est ce qui a été le cas avec ces 6 nouvelles écoles. Une nouvelle révolution a pointé le bout de son nez, ça s'appelle le no-code. L'urgence, Paul, n'est donc plus vraiment à l'apprentissage de la programmation, mais aussi à la formation des enfants à ces outils no-code. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que vous faites aussi chez Magic Makers? Oui, nous on est assez convaincus qu'il y a un vrai enjeu à construire un socle solide pour démarrer. Et on pense que comprendre le dessous des cartes, comprendre le digital, c'est aller chercher un peu la genèse, l'origine. La genèse et l'origine, c'est du code. Donc nous, on a vraiment envie d'inviter les jeunes à assez rapidement rentrer dans des lignes de code
pour vraiment comprendre comment elle fonctionne et ensuite, pourquoi pas, gagner du temps en utilisant des technologies no-code. Après mon bac, j'ai fait des études de bande dessinée à Saint-Luc à Bruxelles. D'accord. Voilà. Alors je vais le dire parce que vous ne le direz pas, parce que vous m'avez l'air bien modeste, mais Saint-Luc, c'est une des plus grandes écoles en Europe pour la bande dessinée. Il y a des très grands noms qui sont sortis de Saint-Luc. C'est vrai. Voilà. Et puis après ça, pendant ça, j'ai commencé à être portraitiste ambidex. Et donc, portraitiste ambidex. Voilà. Ça s'illustre. Donc j'ai Voilà, c'est en direct. J'ai fait ça. Et puis je me suis dit que en fait, grâce à ça, je pouvais voyager où je voulais et faire des portraits et puis gagner ma vie comme ça. Ouais. Mais vous n'avez pas voyagé au bout de la rue. Et non. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Donc moi, quand j'étais allé en Asie, je me suis retrouvé sans argent à un moment donné. Mais vous allez en Asie où? À Taïwan. Et pourquoi vous choisissez Taïwan? Comme ça. Pas vraiment, parce que j'avais pas d'image de cet endroit. D'accord. Et donc je vais aller voir. Je vais aller voir parce que je faisais plusieurs pays et donc je suis arrivé là. Et donc je me suis retrouvé par hasard dans les écoles parce qu'en fait j'avais plus d'argent, donc je cherchais une solution. Et donc en fait je faisais du volontariat dans les écoles, donc je donnais des ateliers de dessin et puis je logeais, je mangeais avec les enfants. Paradoxe extraordinaire quand même pour quelqu'un qui a juste détesté l'école. Et en fait ça m'a fait aimer l'école. En fait c'était tellement bizarre parce qu'en fait je pouvais faire ce que je voulais avec mes ateliers de dessin. Mais c'est pas l'école que vous aimez, c'est les autres enfants. C'est les autres enfants. Des autres, quoi. Oui, mais j'aimais bien aller à l'école parce que je me disais c'est quand la prochaine école que je vais. En fait j'ai migré d'école en école. Jusqu'à aussi passer à la télé là-bas. Et puis j'allais dans d'autres écoles. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien partager ce que j'aime. Et donc après, maintenant, je donne aussi des ateliers, des cours. Début 2022, la ville de Saint-Ouen a été labellisée cité éducative pour les quartiers Michelet, Debain, Lépus, Arago, Zola et Cordon, avec une réussite reconnue de tous aujourd'hui. Quelle est la recette du succès ? Une volonté de démocratiser l'excellence, une volonté de faire en sorte que ça partait d'un constat. Ça suffit. Ça suffit que toute une génération subisse et ne choisisse pas. Ça suffit qu'on ne se dise pas, au bout d'un moment, je souhaite être l'architecte de ma propre vie. Donc ça, c'est le principe philosophique. Ensuite, une fois qu'on a la vision, il faut se mettre en action. Mais en action de façon très pragmatique et très concrète. Quels sont les moyens, aujourd'hui, en tant que maire, qui me sont mis à disposition pour pouvoir arriver à mon objectif ? Il y a un dispositif qui n'est pas forcément porté par la même famille politique que la mienne, mais j'ai été très factuel, très pragmatique. Nous avons appelé la ministre, nous lui avons demandé, OK, le dispositif cité éducative nous donne plus de moyens au niveau humain, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau du transfert de compétences, au niveau du savoir-faire. Allons-y, signons la convention qui nous donnera la possibilité d'avancer plus concrètement. Et ça marche. Et ça marche, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et l'objectif, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous êtes dans une posture politico-politicienne avec un impact régressif pour votre population, ou est-ce que vous avez une vision claire d'idéal républicain en disant je veux que chacune et chacun bénéficie d'une éducation de qualité et je me tourne vers l'éducation nationale, la région. Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, vous l'avez évoqué, c'est pas du tout le même bord politique que moi. Du tout. Mais on inaugure un lycée, une rénovation et on met en place Erasmus. Donc il faut savoir que cette BD avant, je l'avais auto-éditée moi-même et j'en ai vendu énormément. Et donc ça a été réédité, alléluia, parce que je trimballais des valises partout. Mais il y a un enfant, du coup, il avait la BD, il avait des moqueries en classe et il l'utilisait, il l'a fait lire aux autres et puis il n'a plus de moqueries. Et puis après, c'était son livre de chevet. Et puis, apparemment, il l'a lu je ne sais pas combien de fois. Non, mais ça, c'est chouette qu'il l'ait fait. Parce que quand vous avez commencé l'histoire, je vous avez dit il avait la BD, il la prenait pour taper sur les autres. Et il me l'a dit, il était très courageux parce qu'il n'avait que 10 ans. Et franchement, j'ai eu beaucoup de récits comme ça. Et puis, il y a aussi des enfants qui se disaient qu'en fait, ils n'étaient pas capables. Par exemple, ils venaient dans mes ateliers BD, pas capables de s'exprimer. Mais grâce à mes ateliers, ils peuvent enfin avoir une parole. Et voilà, c'est beau, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir fait réviser mes maths, ça fait du bien. Oui, on adore réviser les maths. Enfin non, vous adorez, parce qu'en fait, moi, j'aime pas, mais je l'avoue. Attention, vous allez recevoir du courrier. Virginie, les profs de maths vont vous écrire. Réviser les maths, ça fait du mal. Mais vous aimez les maths? Oui, mais bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, à la réalisation, je remercie 1000 fois Angèle Jean-Girard. Le son, c'est Thibaut Gruy-Lafont. Maquillage, Taï Sayad. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Canal 210.
117 sur les box Orange, canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.